Le 23 mai 1987, 22 enfants et leur institutrice ont disparu sans laisser de traces sur la côte bretonne. Leur autocar a été retrouvé garé près d'une ancienne fortification. Moteur éteint, portières ouvertes, mais aucun signe des passagers. Pendant 13 ans, ce mystère a hanté la Bretagne. Les familles ont vieilli sans réponse. Les enquêteurs ont épuisé toutes les pistes. Puis en juin 2000, un homme de 34 ans est admis aux urgences de l'hôpital de Rennes après un grave accident de voiture. Dans son délire fiévreux, il murmure des noms, des dates, des détails que seul un témoin pourrait connaître. Quand il reprend conscience, Laurent Chevalier demande à voir la police et prononce ces mots qui vont tout changer. « Je sais ce qui est arrivé à la classe de Madame Marchand. J'étais là. Mais comment un enfant qui n'était même pas dans cette classe pouvait-il être témoin de leur disparition? Et pourquoi a-t-il attendu 13 ans pour parler? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Vannes, dans le Morbihan, était en 1987 une ville de 50 000 habitants où tout le monde se connaissait, au moins de vue. La vieille ville médiévale, avec ses remparts du XIIIe siècle, attirait déjà les touristes. Mais le cœur de Vannes battait au rythme de ses habitants permanents, de ses commerces familiaux et de ses écoles de quartier. L'école Sainte-Anne, située rue des Vénettes, à quelques centaines de mètres du port, accueillait environ 230 élèves répartis sur 7 classes. C'était une école catholique privée sous contrat, installée dans un bâtiment en pierre grise typique de l'architecture bretonne, avec ses volets bleus et sa petite cour pavée ombragée par 2 marronniers centenaires. Les familles qui y inscrivaient leurs enfants appartenaient à la classe moyenne de Vannes, commerçants, employés de la mairie, professeurs, quelques artisans. L'ambiance y était chaleureuse, presque villageoise, malgré la taille de la ville. Madame Colette Marchand enseignait à Sainte-Anne depuis 17 ans. À 38 ans, elle incarnait le type d'institutrice que tous les parents espéraient pour leurs enfants. Exigeante mais bienveillante, capable de maintenir la discipline tout en cultivant l'enthousiasme d'apprendre. Grande, mince, avec des cheveux châtains toujours attachés en chignon, elle portait invariablement des jupes longues et des chemisiers sobres. Ses élèves se souvenaient surtout de ses yeux verts perçants qui ne laissaient rien passer, et de son sourire rare mais lumineux quand un enfant réussissait quelque chose de difficile. Colette vivait seule avec sa fille Hélène, 15 ans, dans un appartement du quartier Saint-Paterne. Son mari était mort 8 ans plus tôt d'un cancer foudroyant, la laissant veuve à 30 ans avec une fillette de 7 ans. Elle avait transformé son chagrin en dévouement pour ses élèves, au point que certains collègues s'inquiétaient qu'elle ne vive que pour l'école. Elle organisait régulièrement des sorties pédagogiques, des projets collectifs, des correspondances avec d'autres classes. Pour elle, enseigner n'était pas qu'un métier, c'était une vocation. Sa classe de CM2 de l'année scolaire 1986-87 comptait 22 élèves, 11 filles et 11 garçons de 10 et 11 ans. C'était un groupe dynamique, parfois bruyant, mais globalement studieux. Parmi eux, Mathieu Dufresne, le fils du pharmacien, excellent en mathématiques. Sophie Leroux, passionnée de lecture, qui dévorait 3 livres par semaine. Les jumeaux Kevin et Mélanie Bernard, inséparables et complémentaires. Julien Morvan, qui rêvait de devenir marin comme son père. Chaque enfant avait sa personnalité, ses rêves, sa place dans le groupe. Laurent Chevalier, lui, était dans la classe de CM1 de Madame Petit. Petit pour son âge, avec des cheveux blonds, presque blancs, et un visage constellé de taches de rousseur, il était un enfant solitaire mais observateur. Son père, ingénieur chez Michelin, avait été muté à Vannes 2 ans plus tôt. Sa mère travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'architecte. Laurent n'avait pas beaucoup d'amis, préférant passer ses récréations à lire ou à dessiner dans un coin de la cour. Madame Marchand l'avait remarqué et lui souriait toujours quand elle le croisait.
ce qui avait créé chez le garçon une forme d'admiration silencieuse pour cette institutrice qu'il trouvait gentille. L'année scolaire 1986-87 touchait à sa fin. Les lilas et les aubépines fleurissaient dans les jardins de Vannes. Le golfe du Morbihan scintillait sous le soleil de mai qui réchauffait enfin la Bretagne après un printemps pluvieux. Comme chaque année, Madame Marchand avait organisé une sortie de fin d'année pour sa classe de CM2. Cette fois, elle avait choisi la presqu'île de Ruisse, à une quarantaine de kilomètres au sud de Vannes, pour une journée combinant découverte du patrimoine historique et observation de la nature. Le programme était simple. Visite du château de Sussigno le matin, pique-nique sur la plage de Penvin, puis exploration libre des bunkers allemands de la Seconde Guerre mondiale qui parsemaient encore le littoral. Ces fortifications en béton, vestiges du mur de l'Atlantique, fascinaient les enfants tout en servant de support pédagogique pour les cours d'histoire. Madame Marchand avait obtenu l'autorisation de la directrice, Madame Leblanc, et envoyé les autorisations parentales 3 semaines à l'avance. Tous les parents avaient signé avec enthousiasme. Ce qui allait se passer le 23 mai 1987 dépassait tout ce que l'imagination la plus sombre aurait pu concevoir. Et Laurent Chevalier, 9 ans, allait se retrouver au cœur de ce cauchemar pour des raisons qu'aucun adulte n'aurait pu prévoir. Le vendredi 22 mai au soir, Laurent Chevalier avait développé une forte fièvre. Sa mère, Sylvie, l'avait couché tôt, après lui avoir donné du paracétamol. Mais vers 23 heures, l'enfant s'était réveillé en sueur, la fièvre tombait aussi brutalement qu'elle était montée. C'était fréquent chez lui, ces poussées fébriles courtes qui inquiétaient ses parents, mais dont le médecin disait qu'elles étaient bénignes. Le samedi 23 mai, Laurent se sentait parfaitement bien. Le problème, c'est que sa mère avait prévenu l'école de son absence la veille au soir, pensant qu'il serait malade. Et un samedi matin à 7 heures, impossible de joindre qui que ce soit à Sainte-Anne. Sylvie Chevalier avait donc décidé que Laurent resterait à la maison par précaution. Mais le garçon, déçu de manquer la sortie scolaire de sa propre classe qui partait visiter le zoo de Pont-Scorff, avait supplié sa mère de le laisser au moins aller se promener. Vers 8h30, alors que Sylvie préparait le petit déjeuner, Laurent avait enfilé son blouson et était sorti dans le quartier. Il habitait rue du Commandant Charcot, à exactement 12 minutes à pied de l'école Sainte-Anne. En passant devant l'école vers 8h45, il avait vu l'autocar garé devant le portail et les élèves de CM2 qui montaient dedans avec leur sac à dos. Madame Marchand vérifiait les présences avec sa liste. Laurent s'était arrêté de l'autre côté de la rue, observant la scène. Il se souvenait parfaitement de ce moment 13 ans plus tard. Le soleil qui faisait briller les cheveux de Sophie Leroux, les jumeaux Bernard qui se chamaillaient gentiment, Madame Marchand qui portait une robe bleu marine et un gilet blanc. L'autocar était un vieux Saviem de couleur crème et rouge appartenant à une petite compagnie locale. C'est là que l'impensable s'était produit. Mathieu Dufresne, en montant dans l'autocar, avait laissé tomber son sac à dos qui s'était ouvert, répandant son contenu sur le trottoir. Pendant que Madame Marchand l'aidait à tout ramasser, l'autocar avait commencé à se remplir. Les enfants s'installaient bruyamment, choisissant leur place. Et Laurent, poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas vraiment lui-même, avait traversé la rue et s'était glissé dans l'autocar par la porte arrière qui était restée ouverte. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Peut-être voulait-il simplement voir l'intérieur de l'autocar, ou entendre ce que disaient les grands de CM2. Peut-être était-ce un mélange d'ennui et de curiosité enfantine. Il s'était accroupi tout au fond, derrière les dernières rangées de sièges, dans un espace encombré de cartons et de sacs. Personne ne l'avait vu. Les enfants étaient trop excités, trop occupés à discuter et à s'installer. Madame Marchand était remontée, avait recompté rapidement. 22, parfait, tout le monde est là. Elle avait frappé sur la paroi métallique pour signaler au chauffeur qu'il pouvait repartir. L'autocar avait démarré à 9 heures précises, et Laurent, réalisant soudain la gravité de ce qu'il venait de faire, n'avait pas osé se manifester.
Il était pétrifié de peur à l'idée de la réaction de Madame Marchand, des moqueries des CM2, de la colère de ses parents. Il était resté caché pendant tout le trajet. Les 40 kilomètres jusqu'à Soussigno avaient duré une éternité. Il entendait les conversations, les rires, les chansons. Madame Marchand expliquait l'histoire du château. Le chauffeur, Monsieur Tanguy, un homme d'une 50aine d'années qui conduisait depuis 20 ans, échangeait quelques mots avec l'institutrice. À 10h15, l'autocar s'était garé sur le parking du château. Laurent avait attendu que tout le monde descende. Par une fente entre les cartons, il avait vu les enfants former 2 rangées et suivre Madame Marchand vers l'entrée du château. L'autocar était vide. Monsieur Tanguy était descendu aussi, probablement pour fumer une cigarette ou prendre un café au petit bar du parking. Laurent avait profité de ce moment pour sortir discrètement de l'autocar et se cacher derrière un bosquet de rhododendrons qui bordait le parking. Il avait passé 2 heures terrifié, ne sachant que faire. Il entendait au loin les voix des enfants visitant le château. Vers 12h30, le groupe était remonté dans l'autocar, direction la plage de Pennevin à environ 8 kilomètres. Laurent avait couru se cacher à nouveau dans l'autocar, pendant que les enfants s'installaient bruyamment. Cette fois, il s'était glissé sous les sièges du fond, se faisant le plus petit possible. Sur la plage, pendant que la classe déjeunait et jouait, Laurent était resté caché dans l'autocar, garé à 200 mètres, sur le petit parking sablonneux qui surplombait la plage. Il avait faim, il avait soif, il voulait rentrer chez lui. Mais il ne savait pas comment se sortir de cette situation sans être puni terriblement. Dans sa logique d'enfant de 9 ans, il pensait que s'il se cachait jusqu'au retour à Vannes, il pourrait descendre discrètement et personne ne saurait rien. Vers 15h, Madame Marchand avait rassemblé les enfants. « Allez, on va voir les bunkers maintenant. Restez tous ensemble, ces vieilles constructions peuvent être dangereuses. » Le groupe s'était dirigé vers l'est, marchant le long du sentier côtier. Monsieur Tanguy les avait suivis, laissant l'autocar sur le parking. Laurent, voyant l'occasion, était sorti de l'autocar et avait suivi le groupe à distance, se cachant derrière les dunes et les buissons d'ajoncs. Il voulait au moins voir ce que faisaient les CM2, puisqu'il était là. Les bunkers étaient impressionnants. Ces masses de béton gris rongées par le sel et le temps, avec leurs ouvertures béantes, comme des bouches sombres. Certains étaient à moitié ensevelis dans le sable, d'autres debout, penchés, menaçants. La classe s'était arrêtée devant un bunker particulièrement grand, une ancienne casemate de tir avec plusieurs salles. Madame Marchand avait donné ses consignes. Vous pouvez explorer, mais par groupe de 4 minimum, et ne vous éloignez pas. On se retrouve ici dans 20 minutes. Les enfants s'étaient dispersés, excités, leurs voix résonnant contre le béton. Laurent s'était approché davantage, fasciné malgré sa peur. Il s'était glissé dans un petit bunker annexe, un simple poste d'observation à demi enfoui. De là, il pouvait voir sans être vu. C'est alors qu'il avait entendu un craquement sourd, suivi d'un bruit de chute et de cris. Le grand bunker. Quelque chose venait de se passer dans le grand bunker. Laurent était sorti de sa cachette et avait couru vers l'ouverture principale. Ce qu'il avait vu l'avait figé sur place. Une partie du sol intérieur du bunker s'était effondrée, révélant une cavité en dessous, probablement un ancien dépôt de munitions ou une citerne. Et dans cette cavité, il pouvait voir les enfants, Madame Marchand, tous. Ils étaient tombés à travers le plancher vermoulu qui avait cédé sous leur poids combiné. Des voix montaient du trou. « Madame! Madame! J'ai mal à la jambe! Sortez-nous de là !» Mais c'étaient des voix affaiblies, étouffées. La chute devait faire 4 ou 5 mètres. Dans la pénombre, Laurent distinguait mal ce qui se passait en bas. Monsieur Tanguy apparut en courant, alerté par les cris. « Qu'est-ce qui se passe? Où sont les enfants ?» Il se pencha au-dessus du trou et cria « Madame Marchand, vous m'entendez ?» Une voix faible répondit « Nous sommes tous tombés. Le sol a cédé. Il y a des blessés. Allez chercher de l'aide, vite !» Monsieur Tanguy se tourna vers l'extérieur et vit Laurent. « Toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu es de la classe ?» Laurent secoua la tête, trop terrifié pour parler. « Peu importe. Cours jusqu'à l'autocar, prends le talkie-walkie dans la boîte à gants et appelle les secours. Dis-leur qu'il y a eu un accident au bunker de Pennevin.
Cours !» Laurent courut comme il n'avait jamais couru. Il atteignit l'autocar, ouvrit la portière, fouilla dans la boîte à gants. Mais il n'y avait pas de talkie-walkie. Juste des cartes routières, un paquet de cigarettes, un briquet. Il retourna tout. Rien. Peut-être que M. Tanguy s'était trompé, ou que le talkie-walkie était ailleurs. Paniqué, Laurent repartit en courant vers le bunker. Mais quand il arriva, quelque chose d'horrible s'était produit. Le bunker était effondré. Pas seulement le sol intérieur, mais toute la structure. Les murs de béton de 70 cm d'épaisseur, fragilisés par 40 ans d'exposition au sel marin, avaient cédé. Ce qui était une grande casemate debout était maintenant un amas de blocs de béton et de ferrailles rouillées. Le silence était total, pas de cris, pas de voix. Juste le bruit des vagues au loin et le cri des goélands. Laurent s'était approché en tremblant. « Monsieur Tanguy ?» Pas de réponse. Il avait appelé encore, rien. Il avait essayé de déplacer un petit morceau de béton, mais c'était impossible pour un enfant de 9 ans. Les blocs pesaient des centaines de kilos. Il avait réalisé, avec l'horreur absolue, que seul un enfant peut ressentir, que tout le monde était là-dessous. Les 22 enfants de CM2, Madame Marchand, Monsieur Tanguy, tous ensevelis sous des tonnes de béton, et lui était le seul témoin, le seul survivant. Un enfant qui n'aurait même pas dû être là, qui s'était caché illégalement dans l'autocar, qui allait être puni terrible si quelqu'un l'apprenait. Un enfant de 9 ans face à une tragédie qu'aucun adulte n'aurait su gérer. Laurent Chevalier était resté figé devant les décombres pendant un temps qu'il ne saurait jamais évaluer. 5 minutes, 1 heure, son cerveau d'enfant refusait d'accepter la réalité. Il avait fini par se mettre à courir, loin, loin des bunkers, remontant le sentier côtier jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes ne le portent plus. Il s'était effondré derrière une dune, pleurant, tremblant. Que devait-il faire? Aller chercher de l'aide, mais comment expliquer qu'il était là? On lui demanderait pourquoi il avait quitté l'autocar, pourquoi il s'était caché, pourquoi il n'était pas allé chercher de l'aide plus tôt. On le tiendrait responsable. Dans sa logique d'enfant terrorisé, il était certain qu'on l'accuserait d'avoir causé l'effondrement. Vers 17 heures, il avait marché jusqu'à la route principale, la D780, et avait fait de l'autostop. Un couple de retraités l'avait pris en pitié, ce petit garçon seul qui disait s'être perdu pendant une promenade avec ses parents. Il l'avait déposé à Vannes vers 18 heures. Laurent était rentré chez lui, avait inventé une histoire selon laquelle il était allé jouer chez un camarade. Ses parents, occupés par leurs propres activités du samedi, n'avaient pas vraiment prêté attention. Ce soir-là, puis le lendemain dimanche, Laurent avait vécu dans un état second, oscillant entre le déni et la terreur. Peut-être qu'il avait rêvé, peut-être que ce n'était pas vraiment arrivé, mais le lundi 25 mai au matin, quand la nouvelle avait éclaté, il avait su que c'était bien réel. L'alerte avait été donnée le samedi soir vers 20 heures, quand Madame Leblanc, la directrice de Sainte-Anne, avait reçu un appel d'un parent inquiet. Madame Marchand avait dit que la classe rentrerait vers 18 heures. Mais à 20 heures, toujours aucune nouvelle. Impossible de joindre Madame Marchand. À cette époque, les téléphones portables n'existaient pas pour le grand public. La directrice avait appelé la compagnie d'autocar qui lui avait confirmé que M. Tanguy n'était pas rentré non plus. La gendarmerie de Vannes avait été alertée. Vers 22 heures, une patrouille avait retrouvé l'autocar garé sur le parking de Penvan, exactement où M. Tanguy l'avait laissé. Moteur froid, portière déverrouillée, clé sur le contact. À l'intérieur, les sacs de certains enfants, quelques déchets du pique-nique, mais aucune trace des passagers. L'inspecteur François Lenoir, quadragénaire expérimenté de la gendarmerie de Vannes, avait pris en charge l'enquête dès le dimanche matin. Avec une équipe de 15 gendarmes, des maîtres chiens et des plongeurs, il avait ratissé toute la zone. La plage de Penvan, les sentiers côtiers, les bunkers, les bois environnants. Ils avaient interrogé les rares témoins, quelques promeneurs qui avaient vu un groupe d'enfants avec une institutrice vers 15 heures, se dirigeant vers les bunkers. Personne ne les avait vus repartir. Les bunkers avaient été inspectés un par un.
Celui qui s'était effondré avait été examiné, mais de l'extérieur, cela ressemblait à un vieux bunker parmi d'autres, effondré depuis des années peut-être. Aucun signe récent de perturbation n'était visible à première vue. Les décombres étaient couverts de lichen, de rouille, semblaient abandonnés depuis des décennies. Les gendarmes avaient regardé autour, mais pas dessous. Pourquoi aurait-il imaginé que 23 personnes et un chauffeur pouvaient être ensevelis sous ce qui ressemblait à des ruines anciennes? L'hypothèse d'un enlèvement collectif avait été privilégiée, aussi incroyable que cela paraisse. Un groupe organisé aurait-il pu faire monter tout le monde dans un véhicule? Mais pourquoi? Et comment? Sans témoin. L'hypothèse d'un accident en mer avait aussi été explorée, mais les enfants n'étaient pas allés se baigner. Tous les témoins l'avaient confirmé. Les recherches maritimes avec hélicoptères et bateaux n'avaient rien donné. Les familles, elles, vivaient l'enfer. 22 familles de Vannes plongées dans l'angoisse absolue. Michel et Gabrielle Dufresne, les parents de Mathieu, avaient vieilli de 10 ans en une semaine. Gabrielle avait fait une dépression nerveuse et avait dû être hospitalisée. Michel tenait la pharmacie familiale par automatisme, le regard vide. Les Leroux, les Bernard, les Morvan, toutes ces familles qui formaient le tissu social de Vannes, tous unis dans une même horreur. Hélène Marchand, la fille de Colette, 15 ans, avait perdu sa mère. Orpheline complète maintenant. Elle était allée vivre chez sa tante à Nantes, incapable de rester à Vannes où chaque rue lui rappelait sa mère. Elle avait arrêté l'école pendant 6 mois, avant de reprendre dans un nouveau lycée où personne ne la connaissait. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. 22 enfants et leur institutrice volatilisée, titrait Ouest France. TF1 avait envoyé une équipe. L'affaire avait fait la une pendant des semaines. Des dizaines de théories avaient circulé, de la plus rationnelle à la plus farfelue. Certains parlaient d'un réseau pédocriminel, d'autres d'un accident qu'on cachait, d'autres encore d'une fuite volontaire de l'institutrice avec les enfants vers une secte. Rien ne tenait debout. L'enquête avait mobilisé des moyens considérables pendant 6 mois. Puis, faute de piste, elle avait été classée sans suite, restant techniquement ouverte mais sans développement actif. Les années avaient repassé. 1988, 1989, 1990. Les familles organisaient chaque année une messe commémorative le 23 mai. Vannes portait cette plaie ouverte, cette classe disparue qui hantait la mémoire collective. Laurent Chevalier, lui, vivait avec ce secret. Il avait changé. De garçon solitaire mais normal, il était devenu un enfant anxieux, sujet à des cauchemars. Ses parents, inquiets, l'avaient emmené voir un psychologue qui avait diagnostiqué une anxiété généralisée sans en comprendre la cause. Laurent n'avait rien dit. Comment aurait-il pu? Plus le temps passait, plus il lui semblait impossible de parler. Il avait développé des stratégies d'évitement. Il changeait de trottoir quand il croisait une famille en deuil. Il se taisait quand on parlait de la disparition en classe. Il s'était plongé dans les études avec une intensité maladive, comme pour fuir ses pensées. Il était devenu excellent élève, solitaire, discret. Ses parents étaient fiers de lui, sans comprendre que cette réussite était construite sur un gouffre de culpabilité. Au collège, puis au lycée, Laurent avait gardé ses distances avec tout le monde. Il avait quitté Vannes pour ses études supérieures, s'inscrivant à l'université de Rennes en lettres modernes. Il voulait devenir professeur, peut-être par une forme de réparation inconsciente envers Madame Marchand. Il avait obtenu son CAPS en 1995 et enseignait depuis lors dans un collège de Rennes. Il avait essayé de vivre normalement. Il avait eu quelques relations amoureuses, toutes échouées parce qu'il gardait toujours une part de lui-même inaccessible. Il voyait ses parents 2 fois par an, à Noël et en été. Il avait des collègues avec qui il déjeunait parfois, mais pas d'amis véritables. Le secret avait creusé en lui un vide que rien ne pouvait combler. Chaque 23 mai, Laurent prenait un jour de congé. Il restait chez lui, incapable de fonctionner normalement ce jour-là. Il pensait à eux, aux 22 enfants qui auraient aujourd'hui 23, 24 ans. Mathieu Dufresne aurait peut-être repris la pharmacie de son père. Sophie Leroux aurait peut-être publié un roman.
Les jumeaux Bernard auraient peut-être eu leurs propres enfants. Madame Marchand aurait 50 ans maintenant. Hélène, sa fille, aurait retrouvé sa mère. 13 ans. 13 ans de silence. 13 ans où Laurent avait porté ce poids seul, où la vérité restait ensevelie sous des tonnes de béton et de culpabilité. 13 ans où les familles avaient cherché, espéré, pleuré, sans savoir. 13 ans où personne n'était jamais retourné vraiment examiner ces bunkers effondrés, parce que personne n'avait de raison de penser qu'ils contenaient la réponse. Le mercredi 7 juin 2000, Laurent Chevalier quittait le collège, où il enseignait vers 17h30. Il pleuvait, cette fine pluie bretonne qui n'en finit jamais, et la circulation était dense sur le périphérique de Rennes. Laurent conduisait sa Peugeot 306 grise, écoutant distraitement France Inter à la radio. Aux informations de 18h, le journaliste annonçait « Une opération de déminage va être menée dans les prochains jours, sur la presqu'île de Rhuys, dans le Morbihan. Des obus de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts près de bunkers en ruine à Penvin. La zone sera sécurisée et les bunkers jugés dangereux seront détruits de manière contrôlée. » Le cœur de Laurent s'était arrêté. Penvin, les bunkers, ils allaient les détruire. Cela signifiait qu'ils allaient les examiner de près, peut-être les déblayer. Ils allaient trouver. Après 13 ans, la vérité allait émerger. Et lui n'aurait jamais parlé. Les familles allaient découvrir ce qui s'était passé par le biais d'ouvriers du déminage. Et lui, Laurent, serait exposé comme celui qui savait et qui s'était tu pendant 13 ans. La panique l'avait submergé. Sa vision s'était troublée. Il avait senti la voiture dévier. Il avait essayé de redresser, mais trop brusquement. Sur la chaussée mouillée, la Peugeot avait dérapé, percuté la glissière de sécurité, fait un tonneau et s'était immobilisé sur le toit dans un fracas de métal et de verre brisé. Laurent avait perdu connaissance. Les pompiers l'avaient désincarcéré 40 minutes plus tard. Traumatisme crânien, 3 côtes cassées, pneumothorax, multiples contusions. Il avait été transporté inconscient au CHU de Pontchaillou, le grand hôpital de Rennes. Pendant 3 jours, Laurent avait oscillé entre conscience et inconscience. Les médecins s'inquiétaient de l'œdème cérébral. Sa température grimpait. Une pneumonie se développait dans son poumon blessé. Dans son délire fiévreux, Laurent parlait. Des mots décousus, des phrases sans suite apparente pour les infirmières qu'il surveillait. Les enfants, sous le béton, Madame Marchand, ma faute, j'aurais dû dire, le docteur Alain Ferreira, médecin urgentiste de 45 ans qui suivait le cas de Laurent, avait prêté attention à ces marmonnements. Habitué à entendre des patients délirants parler de leurs soucis profonds, il avait d'abord cru à des hallucinations, mais certains détails revenaient avec trop de cohérence. Vannes, 1987, 22 enfants, bunker effondré. Le docteur Ferreira, originaire de Vannes lui-même, avait été frappé par ces mots. 1987. 22 enfants. Vannes. Il se souvenait. Tout le monde à Vannes se souvenait de cette classe disparue. C'était impossible d'oublier. Mais quel rapport avec ce patient? Le samedi 10 juin, la fièvre de Laurent était tombée. L'œdème cérébral se résorbait. Vers 15 heures, il avait repris pleinement conscience pour la première fois depuis l'accident. Le docteur Ferreira était à son chevet pour l'examen de routine. Laurent avait ouvert les yeux, regardé autour de lui avec confusion, puis avait demandé d'une voix faible « Où suis-je » ? À l'hôpital de Rennes. « Vous avez eu un accident de voiture il y a 3 jours. Je suis le docteur Ferreira. Comment vous sentez-vous » Laurent avait fermé les yeux. Les souvenirs revenaient. L'information à la radio, le dérapage. Et maintenant il était ici, blessé mais vivant. « Les bunkers » avait-il murmuré. « Ils vont les démolir. » Le docteur Ferreira s'était assis. « Monsieur Chevalier, pendant votre délire, vous avez parlé de Vannes, d'enfants, de l'année 1987. Je me souviens de cette affaire, j'avais 20 ans à l'époque, j'étais étudiant. Qu'est-ce que vous savez sur cette disparition ?» Laurent l'avait regardé. Pour la première fois en 13 ans, il avait vu une porte de sortie, une possibilité de libération.
La vérité voulait sortir. Elle ne pouvait plus rester enfermée. « Je veux parler à la police », avait-il dit simplement. « J'étais là. Je sais ce qui s'est passé. » Le docteur Ferreira avait senti ses mains devenir moites. Était-ce un délire résiduel, une affabulation? Mais le ton de Laurent était celui d'un homme lucide, accablé. « Vous êtes sérieux? Vous savez vraiment quelque chose ?»« J'étais là », avait répété Laurent. « J'avais 9 ans. J'étais caché dans l'autocar. J'ai tout vu. Ils sont tous morts le 23 mai 1987, ensevelis sous un bunker effondré à peine 20. Et je n'ai jamais rien dit parce que j'avais peur. » Le silence qui avait suivi avait été interminable. Le docteur Ferreira avait fini par dire « Je vais contacter la gendarmerie. Ne dites plus rien avant qu'ils arrivent. Vous avez besoin d'un avocat ?»« Non, » avait dit Laurent. « J'ai juste besoin de dire la vérité. » Le capitaine Marie Guérin de la gendarmerie de Rennes était arrivé à l'hôpital vers 18h le samedi soir, accompagné de son adjoint, le lieutenant Marc Allaire. Quadragénaire aux cheveux courts et au regard direct, Marie Guérin avait 15 ans d'expérience dans la gendarmerie. Elle avait été brièvement briefée par le docteur Ferreira. Un patient accidenté prétendait avoir des informations sur une disparition vieille de 13 ans. Elle était entrée dans la chambre de Laurent avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Trop de gens prétendaient avoir des informations sur des affaires célèbres pour se rendre intéressants. Mais quelque chose dans la façon dont le docteur Ferreira lui avait parlé l'avait intrigué. Laurent était assis dans son lit, pâle, les yeux cernés, une perfusion dans le bras. Quand il avait vu les gendarmes en uniforme, il avait pris une longue inspiration. « Merci d'être venu. » Le capitaine Guérin s'était assise. « Monsieur Chevalier, le docteur Ferreira nous a dit que vous affirmiez avoir des informations sur la disparition d'une classe en 1987 à Vannes. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je dois vous informer que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous si vous êtes impliqué dans une infraction. Vous avez le droit de consulter un avocat. »« Je n'ai besoin de rien, » avait dit Laurent. « Je veux juste dire ce qui s'est passé. Après, vous ferez ce que vous voudrez de moi. » Et il avait parlé. Pendant 2 heures, il avait raconté toute l'histoire. Sa fièvre le vendredi soir, sa guérison le samedi matin, son impulsion de se cacher dans l'autocar, le voyage, les arrêts, sa terreur croissante, la visite du château où il était resté caché, le pique-nique sur la plage, l'exploration des bunkers, le craquement, l'effondrement du sol, les cris. Monsieur Tanguy lui demandant d'aller chercher de l'aide, l'absence de talkie-walkie dans l'autocar, son retour vers le bunker, l'effondrement complet de la structure, le silence, sa panique, sa fuite, ses 13 ans de silence. Le capitaine Guérin et le lieutenant Allaire l'avaient écouté sans l'interrompre, prenant des notes. Quand Laurent avait fini, épuisé, vidé, le capitaine avait posé sa première question. « Pourquoi parler maintenant ? J'ai entendu à la radio qu'ils allaient déminer la zone et détruire les bunkers. Ils vont les trouver de toute façon. Et je ne pouvais plus supporter l'idée que les familles l'apprennent sans que j'aie jamais eu le courage de parler. Pouvez-vous décrire précisément l'endroit ?» Laurent avait fermé les yeux. Le bunker était à environ 800 mètres à l'est du parking de Penvins, sur le sentier côtier. C'était une grande casemate, avec plusieurs ouvertures. Elle faisait face à la mer. Il y avait un plus petit bunker juste à côté, vers l'intérieur des terres. C'est là que je m'étais caché d'abord. Vous pourriez retrouver l'endroit exact? Je crois que oui. C'est gravé dans ma mémoire. Le lieutenant Allaire était intervenu. Monsieur Chevalier, vous comprenez que ce que vous nous racontez est extraordinaire. Si c'est vrai, cela signifie que vous avez été témoin de la mort de 23 personnes et que vous ne l'avez jamais révélé. Vous comprenez la gravité? Oui, avait dit Laurent simplement. J'avais 9 ans. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais j'avais 9 ans et j'étais terrifié. Chaque jour depuis, j'ai pensé à eux. Chaque jour, je me suis détesté pour mon silence. Si vous voulez me mettre en prison, faites-le. Mais d'abord, sortez-les de là. Rendez-les à leur famille. Le capitaine Guérin avait échangé un regard avec son adjoint. Nous allons vérifier vos déclarations. Si vous mentez,
Si c'est une mauvaise blague, vous aurez de sérieux problèmes. Mais si vous dites la vérité, elle n'avait pas fini sa phrase. Si c'était vrai, c'était la résolution d'une des plus grandes énigmes criminelles de Bretagne. Le dimanche 11 juin au matin, une équipe de 6 gendarmes accompagnés de Laurent, sortis de l'hôpital contre l'avis médical, s'était rendue à Painvin. Laurent portait un collier cervical et marchait difficilement à cause de ses côtes cassées, mais il avait insisté pour venir. Le capitaine Guérin avait accepté, comprenant qu'il avait besoin de ce retour sur les lieux. Ils avaient marché le long du sentier côtier. Laurent reconnaissait chaque dune, chaque rocher. C'était exactement comme dans ses cauchemars. Après environ 15 minutes de marche, il s'était arrêté. C'est là, devant eux, se dressait un amas de blocs de béton effondrés, envahis par les ronces et les lichens. Cela ressemblait effectivement à un vieux bunker détruit depuis longtemps. Rien ne distinguait ces ruines de dizaines d'autres le long de la côte. Le capitaine Guérin avait compris pourquoi personne n'avait jamais cherché là. Qui aurait imaginé regarder sous ces décombres? Vous êtes certain, absolument certain, c'est ce bunker-là. Le capitaine avait sorti sa radio. Base, ici Guérin. Nous avons localisé le site. Demandez un déploiement complet. Équipe technique, chien de recherche et... Elle avait hésité. Et prévenez les services funéraires. Si le témoin dit vrai, nous allons avoir besoin d'eux. Dans l'après-midi, le site était devenu une ruche d'activité. Un périmètre de sécurité avait été établi. Des engins de chantier avaient été acheminés. L'opération de déminage prévue avait été suspendue pour laisser place à cette nouvelle investigation. L'inspecteur François Lenoir, maintenant en retraite mais contacté d'urgence, était arrivé sur place. Quand il avait vu les décombres, son visage s'était décomposé. Mon Dieu, comment ai-je pu ne pas regarder ici? Le capitaine Guérin avait posé une main sur son épaule. Comment auriez-vous pu deviner? Cela ressemble à tous les autres bunkers effondrés. Les premières pelleteuses avaient commencé à travailler avec une prudence extrême. Chaque bloc de béton était soulevé délicatement, examiné. Après 2 heures de travail, un cri avait retenti. « Capitaine, venez voir !» Sous un bloc particulièrement massif, ils avaient trouvé un lambeau de tissu bleu marine, un morceau de vêtement. Le docteur légiste présent avait demandé à tout le monde de reculer. Ils avaient continué à creuser méthodiquement. Et puis ils les avaient trouvés, les corps. 23 corps. 22 enfants et une femme adulte, regroupés dans ce qui avait été la casemate intérieure du bunker. Un homme d'environ 50 ans gisait séparément, probablement le chauffeur qui était resté près de l'ouverture. Tous étaient exactement où Laurent avait dit qu'ils seraient. Le spectacle était insoutenable. Même pour des gendarmes aguerris, voir ces petits corps, ces cartables encore sur certains dos, c'était au-delà de ce que l'esprit pouvait accepter. Le capitaine Guérin avait dû s'éloigner quelques minutes pour reprendre ses esprits. L'inspecteur Lenoir pleurait ouvertement. Ils étaient là. Pendant 13 ans, ils étaient là, et nous ne les avons pas trouvés. Laurent, maintenu à distance par les gendarmes, avait regardé la scène sans expression. Il avait su pendant 13 ans, mais voir la confirmation physique était différent. C'était réel, c'était définitif. Il n'y avait plus d'échappatoire possible. Le lundi 12 juin, l'information avait éclaté dans les médias. Les corps de la classe disparue, retrouvés 13 ans après, titraient Ouest France en première page. Les chaînes de télévision avaient interrompu leur programme. La France entière était sous le choc. À Vannes, c'était l'inimaginable. Les familles qui depuis 13 ans espéraient encore secrètement, malgré tout, que peut-être leurs enfants étaient quelque part, vivants, découvraient la vérité brutale. Ils étaient morts. Morts depuis le premier jour, morts d'une manière absurde, aléatoire, par l'effondrement d'une structure militaire abandonnée. Michel Dufresne, le père de Mathieu, avait appris la nouvelle par un journaliste qui l'avait appelé pour avoir une réaction. Il était resté immobile pendant 5 minutes, le téléphone à la main, incapable de raccrocher, incapable de bouger. Gabrielle, sa femme, avait compris en voyant son visage. Elle n'avait pas pleuré. Elle était juste tombée à genoux.
comme si ses jambes n'avaient plus la force de la porter. Les Leroux, les Bernard, les Morvan, toutes les familles recevaient des appels de gendarmes venus leur annoncer officiellement. Certains effondrés, d'autres étrangement calmes, anesthésiés par 13 ans d'attente qui trouvaient enfin une réponse. Hélène Marchand, maintenant âgée de 28 ans, vivait à Nantes où elle travaillait comme infirmière. Elle avait reconstruit une vie, s'était mariée 2 ans plus tôt. Quand la gendarmerie l'avait contactée, elle avait d'abord refusé de croire. Non, non, ce n'est pas possible, elle ne peut pas avoir été là tout ce temps. Mais c'était la vérité. Sa mère avait été ensevelie sous des tonnes de béton pendant 13 ans, à 40 kilomètres de chez elle, et personne ne l'avait su. Les autopsies médico-légales avaient été menées dans l'urgence. Le docteur Sylvie Kervaun, médecin légiste du CHU de Vannes, avait coordonné l'opération la plus difficile de sa carrière. Identifier 24 corps après 13 ans d'ensevelissement était un défi technique considérable. Heureusement, le béton avait créé une sorte de sarcophage qui avait relativement préservé les corps. Les conclusions avaient été claires. Tous étaient morts le jour même de la disparition. La plupart étaient morts instantanément lors de l'effondrement, écrasés par les blocs de béton. Quelques-uns avaient peut-être survécu quelques minutes, mais l'asphyxie et les blessures massives ne leur avaient laissé aucune chance. Il n'y avait eu aucune souffrance prolongée, aucune agonie de plusieurs jours. C'était une maigre consolation, mais c'en était une. Pendant ce temps, Laurent Chevalier était devenu l'homme le plus haï et le plus débattu de France. Les médias s'étaient emparés de son histoire. Le témoin silencieux, l'enfant qui savait, 13 ans de silence. Les opinions étaient divisées. Certains le condamnaient violemment. Comment peut-on garder un tel secret? Même un enfant aurait dû parler. Les familles auraient pu faire leur deuil. D'autres, plus nuancés, essayèrent de comprendre. Il avait 9 ans, il était terrifié. Peut-on vraiment juger les réactions d'un enfant dans une situation pareille? Des psychologues intervenaient dans les émissions de télévision pour expliquer la psychologie du trauma, la culpabilité paralysante, la peur rétrospective. Un enfant de 9 ans confronté à une catastrophe dont il se croit responsable peut développer des mécanismes de défense qui incluent le déni et le silence. Plus le temps passe, plus il devient impossible de parler sans affronter 13 ans de mensonges par omission. Le procureur de la République de Vannes, maître Jean-Claude Olivier, avait dû décider des suites judiciaires à donner. Laurent Chevalier avait-il commis un délit? La non-assistance à personne en danger ne s'appliquait pas vraiment. Quand il aurait pu porter secours, il avait essayé en allant chercher le talkie-walkie. Quand il était revenu, tout le monde était déjà mort. Sa responsabilité dans l'effondrement était nulle. Son silence ultérieur, aussi condamnable moralement, ne constituait pas un délit en droit français. Le procureur avait rendu sa décision le jeudi 15 juin. Après examen approfondi du dossier, le parquet a décidé de ne pas poursuivre M. Laurent Chevalier. Les faits reprochables datent d'une époque où il était mineur de 9 ans et ne constituent pas, en l'état de nos connaissances, d'infraction pénale caractérisée. Néanmoins, nous reconnaissons le traumatisme supplémentaire infligé aux familles par ce silence. Cette décision avait provoqué des manifestations à Vannes. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant le palais de justice, brandissant des photos des enfants disparus. Justice pour nos enfants, 13 ans volés. Mais d'autres voix s'élevaient aussi pour défendre Laurent, notamment des associations de psychologie de l'enfance. Le vendredi 16 juin, Laurent avait donné une conférence de presse. C'était une décision risquée, mais son avocat commis d'office, maître Sophie Blanchard, avait pensé qu'il devait s'exprimer publiquement. Laurent était encore marqué par son accident, pâle, amaigri. Devant les caméras et les journalistes, il avait lu une déclaration écrite. « Je sais que rien de ce que je peux dire n'effacera le mal que j'ai fait en me taisant. Je ne cherche pas d'excuses. J'avais 9 ans, j'étais terrifié et j'ai pris la pire décision possible. Chaque jour depuis 13 ans, j'ai pensé à eux. Chaque jour, je me suis haï pour mon silence. Je comprends la colère des familles. Si j'étais à leur place, je me haïrais aussi. Je veux juste dire que je suis profondément, infiniment désolé.
et que si je pouvais remonter le temps et faire le bon choix, je le ferais sans hésiter. Mais je ne peux pas. Je peux seulement vivre avec ce que j'ai fait et porter cette culpabilité jusqu'à la fin de mes jours. Il n'avait pas répondu aux questions. Il était sorti sous les flashs et les cris de journalistes. Dehors, une petite foule l'attendait. Certains l'insultaient, d'autres le défendaient. Un homme d'une quarantaine d'années avait réussi à s'approcher et lui avait craché au visage. « Mon frère était dans cette classe. Tu aurais pu nous le rendre. » Les gendarmes avaient dû intervenir pour protéger Laurent. Les funérailles avaient été organisées le samedi 24 juin 2000, un mois jour pour jour après la découverte des corps. L'évêque de Vannes avait célébré une messe collective dans la cathédrale Saint-Pierre, trop petite pour accueillir tous ceux qui voulaient venir. Des écrans géants avaient été installés sur la place des Lys pour retransmettre la cérémonie. 23 cercueils blancs étaient alignés dans la nef. 22 petits pour les enfants, un plus grand pour Madame Colette Marchand, un cercueil séparé, plus sobre, pour Monsieur Tanguy, le chauffeur. Toute la ville était en deuil. Les commerces avaient fermé. Les drapeaux étaient en berne. Michel et Gabriel Dufresne étaient au premier rang, tenant une photo de Mathieu enfant. Les Leroux, les Bernard, les Morvan, toutes les familles réunies dans une douleur commune. Hélène Marchand, les yeux rouges mais la tête haute, représentait sa mère. Elle portait le médaillon que Colette ne quittait jamais, retrouvé sur son corps. Laurent Chevalier n'était pas venu. Son avocat lui avait fortement déconseillé. Sa présence aurait été une provocation insupportable pour les familles. Il avait regardé la cérémonie à la télévision, seul dans son appartement de Rennes, pleurant silencieusement. L'évêque avait prononcé une homélie sur le pardon, la compréhension, la complexité de la culpabilité. Ses enfants, cette femme dévouée, cet homme qui faisait son travail, sont morts dans un accident absurde. Nous voulons quelqu'un à blâmer, c'est humain. Mais la véritable responsabilité repose sur ces structures militaires abandonnées qui auraient dû être sécurisées ou détruites, sur une société qui laisse des pièges mortels à portée d'enfants, sur le hasard cruel qui a fait que ce jour-là, ce bunker-là a cédé sous leurs pieds. Après la messe, les familles avaient choisi différentes options. Certains cercueils avaient été enterrés au cimetière de Vannes, dans un carré spécial créé pour l'occasion. D'autres familles avaient choisi de ramener leurs enfants dans leurs caveaux familiaux. Madame Marchand avait été inhumée à côté de son mari. Monsieur Tanguy, dans son village natal près de Quimper, un monument commémoratif avait été érigé sur la place de l'école Sainte-Anne, une plaque de granit noir portant les 24 noms et la date 23 mai 1987, 24 vies fauchées par le hasard cruel. Nous ne vous oublierons jamais. L'école Sainte-Anne avait changé de nom en 2001, devenant l'école Colette Marchand en l'honneur de l'institutrice. Une bourse d'études avait été créée en son nom pour aider les enfants en difficulté. Les bunkers de Penving avaient tous été détruits dans les mois qui avaient suivi. La municipalité et l'État avaient lancé un programme d'identification et de sécurisation de toutes les fortifications du mur de l'Atlantique en Bretagne. Ce qui s'était passé ne devait plus jamais se reproduire. Pour les familles, le chemin du deuil avait enfin pu commencer. 13 ans d'incertitude avaient pris fin. C'était horrible de savoir, mais c'était pire de ne pas savoir. Michel Dufresne avait confié à un journaliste « Au moins maintenant je sais où est mon fils, je peux aller sur sa tombe, je peux lui parler ». Pendant 13 ans, je parlais dans le vide, ne sachant même pas s'il pouvait m'entendre quelque part. Maintenant, il repose en paix, et peut-être qu'un jour, je pourrai aussi. Certaines familles avaient pardonné à Laurent. Pas toutes, loin de là. Mais quelques-unes, avec le temps et la réflexion, avaient compris qu'il était aussi une victime de cette tragédie. Madame Leroux, la mère de Sophie, avait écrit une lettre ouverte publiée dans Ouest France en juillet 2000. « Je ne peux pas dire que je pardonne à Laurent Chevalier. C'est trop tôt, peut-être que je ne pourrai jamais. Mais je peux comprendre. Il était un enfant. Il a fait ce que son cerveau terrorisé lui dictait. Il a porté ce secret pendant 13 ans et cela l'a détruit aussi. Ma fille est morte et rien ne la ramènera. Continuer à haïr Laurent ne la ramènera pas non plus.
Alors je choisis de concentrer ma colère sur les vrais responsables, ceux qui ont laissé ces structures dangereuses accessibles aux enfants. Laurent, lui, avait démissionné de l'éducation nationale. Il ne pouvait plus enseigner, ne pouvait plus regarder des enfants sans penser à ceux qu'il n'avait pas sauvés. Il avait quitté la Bretagne, s'était installé à Bordeaux où personne ne le connaissait. Il avait trouvé un emploi de bibliothécaire dans une petite bibliothèque municipale, une vie discrète, anonyme. Il voyait un psychologue 2 fois par semaine. Le chemin de la guérison serait long, peut-être infini, mais au moins le secret ne le rongeait plus de l'intérieur. La vérité était sortie. Les enfants et Madame Marchand avaient été rendus à leur famille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Chaque 23 mai, Laurent faisait le voyage jusqu'à Vannes. Il ne s'approchait pas du monument, ne parlait à personne. Il restait à distance dans sa voiture garée rue du Port, regardant les familles se recueillir. C'était sa pénitence, son devoir de mémoire, une façon silencieuse de dire « Je ne vous oublie pas, je ne m'oublie pas non plus ». Cette histoire nous montre la complexité de la culpabilité et les poids différents que portent les enfants et les adultes face aux tragédies. 13 ans de silence ont été le résultat d'une peur d'enfant transformée en prison psychologique. Les bunkers abandonnés de la Seconde Guerre mondiale, vestiges d'une autre tragédie, sont devenus des tombes modernes. Qu'auriez-vous fait à la place de Laurent enfant? Peut-on vraiment juger les réactions d'un enfant de 9 ans dans une situation aussi traumatisante? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue et partagez pour que nous n'oublions jamais les leçons du passé.